J'ai vu votre yeux, leurs yeux comme des pommes, dans un étau des gens bien avachés. L'un traîne à l'autre, faut bien que tout le monde essuie. C'est v'là partir, ouais, comme des swells au vin. Puis tout canton des vieux airs à Mali. Ils ont pris un caillou, chantent leur point de main. Je pense qu'il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ne serait-ce que par le nombre de personnes présentes ce soir, il y a quelque chose qui se passe, possiblement. C'est-à-dire, hier soir, je suis allé au vœu de Mélenchon hier soir. J'ai discuté avec une copine, Leïla Chebi, qui était une camarade de Nuit debout, ainsi de suite, qui avait fait la campagne des législatives en 2012. Et qui me dit, mais toute la campagne des législatives en 2012, nous on l'a faite, on était 15. Quand on discute avec Isabelle Attard, la députée, écologiste au départ, puis maintenant qui est plus de nulle part du tout, dans le Calvados, elle dit on a démarré, on était 5, on a terminé, on était 50. Je pense que nous on commence à 150 et on est même en pré-campagne. On n'a même pas encore démarré vraiment la campagne, puisque moi je suis toujours pas candidat, tant que je n'aurai pas les communistes. Oh, merci. Les communistes, les Verts et le PC, je ne me déclarerai pas candidat. Maintenant, votre présence et le fait qu'il y ait du monde et tout ça, c'est sûr que ça pèse pour construire une possible unité. Donc ça me fait plaisir, d'autant plus que la négociation avec les appareils, il ne faut pas nier que ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile et qu'il peut y avoir dans tout ça un risque de découragement. Avant de poursuivre mon discours, je l'avais dit, énoncé à la première réunion, ma candidature, elle n'a de raison d'être possiblement que si elle s'appuie sur les gens, sur les luttes sociales. Donc j'ai proposé 2 témoignages. Le premier est le témoignage Fétia, qui est auxiliaire de vie sociale donc, au département. Ensuite, il y aura Julien, donc, comme auxiliaire de vie sociale, ça veut dire qu'elle s'occupe des vieux, et Julien, qui est jeunesse communiste, qui s'occupe des jeunes. Comme ça, on aura les deux, puis après... bah ouais, quand on fait l'électoralisme, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, je te laisse témoigner, Fétia. Oui, donc moi, c'est Fétia, et je travaille pour une association, la DMR. Donc, en ce moment... fort. Excusez-moi. Ouais, mais pourtant, j'ai la voix de Barry White. Non. Donc voilà, en ce moment, ça ne va pas du tout avec le conseil départemental, puisqu'ils ont décidé de nous changer de mode. Donc c'est un peu compliqué. Hein, il y a eu du mal à... Ouais. Mais bon. Donc il y a le mode prestataire que je suis actuellement. En mode prestataire, c'est l'association qui est notre patron en fait. Donc on a le droit à notre paye normale, hein, qu'on fasse nos heures ou pas. On a un contrat, donc on est payé. Si on a un contrat de 112 heures, on est payé 112 heures, même si on fait moins. On a le droit à la formation, on a le droit à nos frais kilométriques, enfin plein d'avantages, petits avantages comme ça. Donc le conseil départemental a décidé de nous faire passer en mode mandataire, puisque pour lui le mode prestataire est trop cher à ses yeux. Donc en mode mandataire, ça veut dire que ce sont les personnes âgées qui deviennent nos patrons. Donc pour nous, ça ne nous plaît pas du tout. Parce que donc, déjà le taux horaire n'est pas du tout le même, on redescend quoi, et ça on ne l'accepte pas. On n'a plus le droit aux frais kilométriques, ou alors il faut négocier avec la personne âgée, mais déjà ils ont peu de moyens. Hein, s'ils ont droit à la passe, ça veut dire que peut-être qu'ils n'ont pas trop de sous pour avoir une aide à domicile. On n'a plus le droit à la formation, alors il faut négocier encore une fois avec la personne âgée. Pour la mutuelle, on ne sait pas comment on fera. Pour les vacances, voilà, ça ne va pas du tout. En fait, on régresse, quoi. Et nous, on n'a pas envie du tout de régresser. Et donc, on a essayé de voir un petit peu avec... la première fois, c'était avec M. De Waal, le vice-président du conseil départemental. Il nous a bien entendu, il nous a écoutés, mais bon, à chaque fois qu'on lui posait une question, sa réponse c'était, voilà quoi, il fallait qu'on... Pour eux, c'était trop cher, donc nous, on se débrouillera avec ça, quoi. À savoir que auxiliaire de vie, c'est l'un des métiers qui est le moins payé
en France. Hein, il faut savoir qu'on est, la plupart des collègues, on est à mi-temps. Donc si on passe en plus en mode mandataire, il y a des collègues, moi-même, on perd notre ancienneté. On n'a plus le droit à l'ancienneté. Enfin voilà, non, c'est pas possible. Et nous, on est en colère. On ne veut pas. Et puis on essaye de se battre comme on peut, avec les moyens qu'on a. Je remercie d'ailleurs François de nous avoir pris sous son aile. Hein, et voilà, et toute aide est la bienvenue, quoi. On ne sait pas comment... On va le dire. Enfin, moi, je vais faire une proposition. Oui. Non, donc en fait, j'ai croisé Fétia dans les couloirs du tribunal un jour, et puis elle s'est mise à me raconter des histoires de prestataires et mandataires, j'ai rien compris. Et le soir, j'avais une projection Merci Patron, et il y a un gars qui s'est mis à me raconter des histoires de prestataires et de mandataires, j'ai rien compris, mais quand il y en a deux dans la même journée, vous dites qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est réunis. Bon, grosso modo, j'ai expliqué ça la dernière fois, il paraît qu'on n'a rien compris à ce que moi j'ai raconté. Donc je vais essayer, parce que c'est comme vous êtes là en fait pour m'entraîner. Parce qu'après, vous voyez, je m'entraîne avec vous pour ensuite pouvoir aller porter du discours politique ailleurs. Et donc je vais essayer de refaire, à partir du cas de faire le lien entre Fétia et Mario Draghi, le directeur de la Banque Centrale Européenne. On va dire, il n'y a pas de... oui. J'aimerais bien. Ouais. Voilà, on va essayer de faire le lien entre Fétia et Mario Draghi. Vous savez, ça partait de la... On était parti la dernière fois de la phrase de Hollande qui disait « Mon adversaire, il n'a pas de visage » et tout ça. Et moi, je disais « Si, au contraire, il faut rendre un visage à nos adversaires. » Et donc, bon voilà, il y a nos camarades qui ont un visage et il y a nos adversaires. Alors, le visage le plus direct de nos adversaires, on l'a là, c'est celui de M. Laurent Saumon, président du conseil départemental de la Somme, qui fête ses vœux ce jeudi 12 décembre, c'est à Mégacité, c'est bien ça, à Mégacité, 12 janvier, pardon, ouais, bah c'est une bonne idée pour fêter ses vœux en même temps. Mais, donc il fête ses vœux ce jeudi 12 janvier à Mégacité à 15 h. Vous êtes les bienvenus. Tous, hein. Donc voilà, l'adversaire le plus immédiat, c'est Laurent Saumon, Marc de Waal, qui se prétendent humanistes et ainsi de suite. Bon voilà. Ensuite, maintenant, on ne peut pas ne pas voir, il y a que ce choix du département, en même temps qu'il donne quand même 1 million d'euros à Amazon pour construire un rond-point, 1 million d'euros pour construire un autre rond-point Nestlé du côté de Aubigny. Il y a un souci En fait, il y a une Toyota Verso noire qui bloque un voisin. Ah, ça va être moi là. Je suis désolée pour cette interruption. Et la petite Amandine a perdu sa maman. Vous la retrouverez au stand des glaces. On peut pas... les choix, il y a des choix, voilà, il y aurait pu être fait d'autres choix, ne pas construire le rond-point d'Amazon, ainsi de suite, voire ne pas investir sur le canal Seine-Nord, c'est des questions qu'on peut se poser. Mais par ailleurs, on ne peut pas voir que c'est lié aux baisses de dotation qui sont faites au niveau national. Au niveau national, pour les collectivités, il y a eu 10 milliards de baisses de dotation en 4 ans, c'est-à-dire pour la Somme, ça représente moins 16%. Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement considérable, les baisses de dotation de l'État. Ces baisses de dotation sont votées tous les ans. Là, vous avez le député actuel de la circonscription, qui est Pascal Demarthe, d'accord, et qui vote sans complexe ces baisses de dotation, dont il viendra sans doute se plaindre des conséquences ensuite au niveau local. Donc voilà, on remonte déjà d'un échelon. Ensuite, je vais repasser par un autre échelon. Pourquoi il y a ces baisses de dotation au niveau local ? Parce qu'il y a eu la décision en 2012 de mettre en place ce qu'on a appelé la règle d'or budgétaire, mais qui s'appelle aussi le TSCG, qui est le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, qui au départ a été mis en place par Sarkozy et Merkel. Hollande avait promis, il est là, Hollande, oui. Hollande avait promis de ne pas... Alors, en quoi consiste cette règle d'or budgétaire ? Auparavant, dans le traité de Maastricht, on autorisait à 3% de déficit. Là, il s'agit de resserrer la vis. Je peux vous expliquer pourquoi ensuite. Ça vous intéresse ou pas? Ouais. Allons-y. Bah, vous êtes un bon public, je suis pas sûr que j'en aurai comme ça tous les soirs. Non, si vous voulez, le traité de Maastricht, si on repart de là, vous connaissez peut-être la phrase d'Alain Madelin qui dit que le traité de Maastricht est une assurance vie contre une expérience socialiste. En fait, je pense que le traité de Maastricht est une assurance vie contre toute expérience
qu'elle soit, enfin, toute expérience politique est interdite quelque part par le cadre du traité de Maastricht, qui pose donc, entre autres, ces 3% de déficit. Ça veut être gravé dans le marbre au niveau du traité constitutionnel européen, on est en 2005, mais il se passe quelque chose qui est, l'histoire secoue ça, c'est la crise financière. Et il se trouve qu'avec la crise financière, les élites européennes elles-mêmes s'assoient sur leurs propres critères. Pour sauver les banques, elles font la rivière déborde de son lit et on dépasse, y compris en Allemagne, très largement les 3% de déficit. Y compris en Allemagne, ça se produit. Donc tout partout en Europe, et y compris en Allemagne. Et les 80% de déficit cumulé. Mais bon. Et donc, à partir de ce moment-là, ça peut donner des idées aux gens. Les peuples peuvent se dire, mais puisque on s'est assis sur ces 3% pour sauver les banques, bah pourquoi on ne s'asserrait pas sur ces 3% pour créer des emplois dans les hôpitaux, pour... Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc ça peut rouvrir un imaginaire économique. Le fait qu'eux-mêmes se soient assis sur leurs principes. Et donc c'est à ce moment-là qu'au contraire, on vient imposer la règle d'or budgétaire pour faire rentrer le fleuve à nouveau dans son lit. Vous voyez un peu? Et donc le TSCG, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, arrive pour faire ça. Donc Hollande promet au moment de sa campagne présidentielle qu'il ne signera pas le TSCG. Bon, on sait que dès l'automne, le TSCG est signé par François Hollande, qui impose donc... On n'est plus à 3%, on est à 0,5% de déficit. Au-delà, il y a des mécanismes de correction. Et au-delà de 3%, ce sont des contraintes juridiques qui sont mises en place. Donc on voit bien que ce sont des mécanismes extrêmement contraignants qui sont mis en place. Donc voilà, là, à ce moment-là, c'est Hollande qui le fait. Alors pourquoi j'ai mis Pascal Boitard? Parce que ce TSCG, il est voté par le Parlement, où siège Pascal Boitard, qui vient faire tout un discours, qui non seulement vote ce TSCG, mais en plus vient faire tout un discours pour expliquer que c'est l'Europe de Léon Blum et de Jean Jaurès, c'est de François Mitterrand et ainsi de suite. Tous les grands noms sont requis pour expliquer une trahison. Donc vous voyez, je pense que... Et donc, évidemment, on a Mario Draghi parce que pourquoi on a mis en place ces 3% de déficit? Moi, je suis allé à la Banque Centrale Européenne à Francfort pour faire des reportages, et il y a une obsession de la lutte contre les déficits. Donc voilà, donc je pense très sincèrement qu'il y a un lien entre le fait que le conseil départemental resserre la vis sur les AVS, qui est scandaleux, parce que quand on a un mec comme Saumon qui gagne sans doute 5, 6, 7 000 euros par mois, et qui vient dire à la profession la moins payée de France, qui a 1 000 euros, qu'elle gagne encore trop et qu'on va baisser ses revenus de 30%, c'est moralement scandaleux. Mais je pense, ceci dit, qu'il y a ce lien, vous l'avez compris cette fois-ci, ce lien entre FETIA et le TSCG? Ouais. Non, parce que si je veux encore recommencer la prochaine fois... Bon, donc voilà. Donc, il y a un possible... Nous, on y sera jeudi pour aller saluer, souhaiter nos vœux au président du conseil départemental de la Somme. Julien, tu viens sur la jeunesse? Bonsoir à tous, moi c'est Julien, donc militant au mouvement des jeunes communistes de France. Alors je ne m'exprime pas au nom du Parti communiste, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pas pour là que je suis là. Pour ça que je suis là, pardon. Militant jeune communiste, oui, mais surtout, comme beaucoup de jeunes, bon, je vais parler un peu de moi, mais vous allez voir que ça n'a rien d'exceptionnel, puisque malheureusement, la situation que je vais décrire, en fait, elle est très commune à la majorité des jeunes aujourd'hui, à savoir que, pour la faire en rapide, après mon bac, j'ai fait des études, j'en ai fait pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'étais étudiant le jour, mais j'étais livreur de pizza la nuit. En plus de ça, il y avait souvent les périodes de stage, tout ça qui se surrajoutaient à ça. Et donc, en fait, une bonne grosse galère pendant les études. Et puis, au bout de 5 ans, avec un master en poche, je me disais que peut-être je pouvais avoir un travail. Et puis, en fait, non. Donc chômage, contrat précaire, etc., etc. Et ça dure, comme malheureusement, comme je le disais, en fait la plupart des jeunes dans ce pays. Pour en dire un mot, sans trop m'étaler, aujourd'hui en fait, ce qu'on constate, que ce soit à Amiens ou ailleurs, je pense que c'est général, c'est que de l'entrée dans la formation jusqu'à l'entrée dans le monde du travail, en fait c'est que des galères pour se loger, pour ne serait-ce qu'accéder simplement à la formation de son choix ou au travail qui va avec, c'est des galères pour se déplacer, etc. etc. Ça, évidemment, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, quoi. Ça, c'est le résultat de 30 ans, ou plus de 30 ans même désormais, de politique estampillée jeunesse,
politiques spécifiques qui sont censées nous aider à nous insérer socialement, économiquement, etc. Et qui, en fait, en réalité, nous précarisent toujours plus, toujours davantage. On peut citer quelques exemples, notamment sous le quinquennat Hollande, avec le service civique qui a été très mis en avant sous prétexte d'engagement et tout ça. En fait, sous prétexte d'engagement, aujourd'hui, légalement, on peut faire travailler un jeune de moins de 25 ans, 35 heures par semaine pendant 1 an, en étant payé 500 €. Voilà. Et en fait, ça, pour nous, c'est évidemment inacceptable. C'est un exemple parmi d'autres. On peut citer les stages, on peut citer les contrats d'apprentissage bidon, on peut citer tous les contrats spécifiques qui n'aboutissent au final à rien. Alors bien sûr, c'est mieux que rien, évidemment, mais qui n'aboutissent au final à rien. Et donc voilà, nous, on considère que cette situation-là, elle n'est pas, comment dire ça, voilà, c'est pas une fatalité. Malgré cette morosité ambiante, on a vu aussi que les jeunes, ils étaient quand même pas résignés, qu'ils étaient capables de se mobiliser, etc. Je pense que l'année 2016, elle l'a amplement montré, entre autres à travers la bataille contre la loi travail. Rapidement, bien sûr, rejointe par l'intersyndicale, puis un certain nombre de nouvelles formes de lutte dont mon voisin est un emblème. Du coup, il y a forcément, en tout cas pour nous, ça paraît évident qu'il y a des alternatives crédibles, possibles. Pour ça, on a des propositions. On considère que, étant donné le no man's land le no man's land de droits sociaux dans lequel se trouve la jeunesse aujourd'hui, il y a besoin d'un cadre, d'un socle en gros de droits pour permettre à chacun de vivre dignement, de choisir son parcours, etc., etc. Nous, ce qu'on revendique, en gros, c'est un statut social pour les jeunes, de la formation jusqu'au travail, qui garantissent à la fois une protection sociale digne, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un jeune sur 3 qui ne va pas se soigner faute de moyens, qui permettent aussi à chaque jeune qui se forme de bénéficier d'un revenu pour ne pas avoir à se salarier à côté, parce que c'est la première cause d'échec dans les études. Et la jeunesse se rebelle. Voilà. Et puis je vais le faire en rapide parce que ça sert à rien que je déroule toute la série de propositions que nous on porte à la JC, etc. Mais c'est aussi des choses qui sont qui ont été fortement revendiquées par des centaines de milliers de jeunes dans le pays au moment de la loi travail, mais simplement en finir avec tous ces contrats d'exception, qui nous sortent du droit commun systématiquement, quoi. Mon gars. Résiste. Et voilà, et bon, en gros, puisque aujourd'hui, les jeunes sont aussi une cible privilégiée de ceux qui nous dirigent pour casser les droits de l'ensemble des salariés et de l'ensemble des gens qui essaient de vivre dignement dans ce pays, on pense que créer un cadre de droit pour ces jeunes aujourd'hui, c'est aussi le moyen peut-être de conquérir de nouveaux droits pour l'ensemble de la population, en fait. Voilà. Et évidemment, tout ça, c'est la volonté politique qui fera que, et évidemment la mobilisation populaire en priorité, qui fera qu'on sera capable ou pas de conquérir des nouveaux droits, quoi. À Noël, le lendemain de Noël, je vidais les poubelles. Vous savez, il y a des tas de cartons et puis tout ça. Donc, je vidais les poubelles Vous savez le nombre de personnes autour de vous qui peuvent vous dire « mais ça va pas marcher ». Tu veux dire, j'arrive à la fin de ma phrase, parce qu'il y a de la note que je ne finis pas mes phrases. Donc c'est vrai que quand vous avez des gens qui vous disent « ouais, mais mes voisins jamais voudront se bouger, ça va pas marcher ». Bon, vous voyez, vous êtes entouré par ça, et à un moment, il faut se dire on fonce, et puis on y va, et puis on avance. Mais alors, le lendemain de Noël, j'étais en train de vider mes poubelles, avec tous les jouets des gamins, les cartons, et puis tout ça. Et là, il y a un génie qui sort d'une poubelle. Comme dans Aladdin, quoi. Le génie, il sort d'une poubelle et puis il me dit « Putain, merci, tu m'as libéré. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et moi, je lui ai dit, j'aimais beaucoup mon grand-père. Mon grand-père, il tenait un bistrot dans le Pas-de-Calais. Et puis, ça faisait épicerie, restaurant, ça faisait un peu tout. Même il vendait du charbon et le dimanche, il vidait le camion pour aller balader l'équipe de foot. Donc, c'était quelqu'un de sympa comme ça. Je lui dis, est-ce que tu pourrais ressusciter mon grand-père ? Il dit, ah non, ça, je peux pas.
Seul le Tout-Puissant le peut. Mais vas-y, demande-moi un autre souhait, et puis je le fais. Je dis, bon, bah alors, est-ce que je peux être élu? Il me dit, bon, bah, je vais voir ce que je peux faire pour ton grand-père. Vous savez, nombre de personnes qui vous disent, mais c'est pas possible. Faire l'unité, c'est pas possible, vous voyez. Même gagner, là, c'est pas possible. Moi, je dis, on a 10% de chance. Mais vous savez, dans toutes les batailles qu'on a menées, si j'avais 10% de chance de duper Bernard Arnault, j'avais 1%, c'était pas possible. C'était pas possible de faire 500 000 entrées avec un truc qui se passe avec 2 ouvriers qui sont dans le nord de la France et qui se font virer. C'était pas possible d'occuper une place publique pendant 40 jours. Donc ce refrain de c'est pas possible, je veux dire, à quoi sert la gauche sinon à tenter l'impossible? Parce que, évidemment, sinon, on a, l'ordre du monde, c'est que les dominants dominent. Voilà, c'est ça. Si on veut se couler dans l'ordre du monde, bah c'est ça qu'on aura pour toujours. Donc bon, allez, bon. La suite, c'est... donc là, ceci dit, il y a une particularité de... Ceci dit, il y a une particularité par rapport à Nuit debout, par rapport à Merci Patron et tout ça, il y a une particularité de la lutte électorale. C'est-à-dire que tous les trucs que je viens d'énoncer, au fond, avec 1% des gens, ça marche. C'est-à-dire qu'il suffit de mobiliser fortement 1% des gens pour que ça fonctionne. 1% de la France, ça fait 600 000 entrées pour Merci Patron. On y est. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la différence avec la lutte électorale, c'est qu'il ne faut pas forcément mobiliser fortement les gens, parce que les mobiliser pour aller à Nuit debout, rester la nuit, enfin quand il fait froid et machin et tout ça, il faut les mobiliser fortement, mais c'est une minorité. Là, c'est pas seulement les minorités agissantes. Il faut trouver le moyen aujourd'hui de raccrocher les wagons derrière. C'est tout l'enjeu de la lutte électorale, c'est-à-dire de réussir à aller plus en profondeur. Et je crois que c'est à la fois ce qui est compliqué et c'est en même temps ce qui est excitant. Et donc, je veux dire que cette donnée-là, qu'il faut aller chercher les gens plus en profondeur, on va réfléchir ensemble là aux formes qu'on veut donner à la campagne. Moi, la campagne, je vais vous donner un calendrier comme ça. Je veux que les négociations, ça va être pendant la 2e quinzaine de janvier. Là, on fait... Parce que là, finalement, aujourd'hui, ce sont des petites réunions publiques, mais on le fait à peine savoir, on n'invite pas la presse, et on est déjà tout ça. Vous savez, les partis, ils aimeraient bien être tout ça, même en faisant des réunions publiques. On a déjà tout ça sans avoir les partis. Et l'objectif pour moi, je fixe ça au week-end du 10, 11, 12, c'est de là faire péter le truc de manière ambitieuse, publiquement. Mais vraiment que ça pète. Avec d'abord une grosse soirée pour moi le vendredi 10 ce soir. Un truc... Février. Février, ouais, février. Ah ouais. Dans 4 jours, ouais. Dans 4 jours, je suis pas prêt. Hein. Mais c'est pas con. Merci, Johanna. 2017, ouais, on va faire ça cette année. Donc, dans les trucs qu'on va imaginer, on va y repasser en revue. Mais il y a le camion frites, il y a qu'il faut qu'il y ait de l'artistique. J'ai reçu un SMS, je sais pas si Marie-Claire et Laurent Ranoux sont là. Non. Non, ils sont pas là. Ils m'ont envoyé un SMS hier, c'est des gens de l'orchestre de Picardie, en me disant on tracte pour toi quand tu veux. Mais moi je leur dis venez avec vos violoncelles, parce que on a aussi besoin des violoncelles. Si on fait un tractage et qu'il y a 2 violoncelles, on va un peu moins se faire chier. Enfin vous voyez, bon. C'est comme Rostropovitch au moment où il démontait le mur de Berlin, les mecs ils devaient se faire chier à démonter le mur de Berlin. Heureusement il était là avec sa musique, non je déconne. Bon. Ensuite, je pense que ça serait bien que on ait des actions, qu'on mène des actions dans le cadre de la campagne. Vous savez, il y a toujours cette opposition quand on est à gauche. On vient nous dire, ouais, mais en fait, les élections, c'est là pour éteindre les luttes sociales. Eh bien, au contraire, faisons des élections un appui pour les luttes sociales. Dans le cadre des AVS, mais je pense par exemple, je ne sais pas si Jeff est là, de la SANEF. Il est là, Jeff. Peut-être au péage d'autoroute, aller faire une manif au péage d'autoroute, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense qu'il y a possibilité de faire ça. Ensuite, il y a des intellos qui sont mobilisables. J'ai vu Hervé Kempf hier, qui est tout à fait d'accord, par exemple, pour faire un débat à Druka sur l'avenir de la planète, l'écologie, enfin à Druka ou ailleurs, mais voilà. Donc il y a tout ça. Mais dans tout ça, je vous invite
nous aider à avoir de l'audace, de l'originalité, de la fantaisie, mais en gardant ça en tête, notre question et ma question quotidienne, moi, c'est comment s'adresser le plus largement aux gens. Comment ça paraisse pas comme un truc de gauchiste. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut réussir à ce que ça aille chercher, qu'on arrive à se faire entendre en profondeur. J'ai bu votre gueule en musieux comme des prangs, dans un étau des gens bien amachés. L'entraîne l'autre, faut bien que tout le monde essuie. Zévlo partir, ouais, comme des swells au vin. Puis tout canton des vieux airs à malice, ils ont pris un querio chant leur boîte de main. Chez les moins vieux, chez les moins vieux, chez les moins vieux, mais quand ils boivent, chez les moins vieux, chez les moins vieux, mais quand ils boivent, ils sont seuls, puis ça début. Je m'applique à faire quelque chose que j'ai toujours pensé peu faisable. C'est-à-dire tenter de créer une espèce de microclimat politique local, alors qu'on sait très bien que la dynamique aujourd'hui elle est à droite, que la droite porte le nom de Macron ou qu'elle porte le nom de Fillon, quoi, ou de Marine Le Pen, que la législative elle est inscrite dans la continuité de la dynamique qui est posée par la présidentielle, donc il faudrait que la gauche critique et Mélenchon en premier lieu, il ait le meilleur score possible pour pouvoir s'inscrire dans cette dynamique-là, mais qui pour remporter une circonscription comme celle-là risque de ne pas être suffisante. Donc voilà, je sais qu'on s'applique à faire quelque chose qui sur le papier n'est pas possible. Maintenant, il y a eu des fois où c'est pas le papier qui a eu raison. Je veux dire, sur le papier, il n'y a pas, je sais pas combien on est, alors moi je vais dire 200, mais non. Non, sur le papier, il n'y a pas 100 personnes pour se préoccuper aujourd'hui des législatives dans 6 mois. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul endroit où ça se passe en France, ça. Hein. C'est pas... voilà. Donc je pense que quand on parle de microclimat politique, il y a la possibilité de créer ce microclimat politique. Je terminerai sur... J'ai fait une projection chez Patrick et avec Isabelle qui est là, Patrick Abar, donc ancien salarié de chez Goodyear, où... finalement, quand il y a eu une discussion après, qui était en même temps un peu floue, vous ne savez pas trop sur quoi vous appuyer, il avait réussi à ramener la moitié des gens de son immeuble, 9 rue de la Tourelle à Camon. Et donc, il y avait la moitié de son immeuble qui était là. Donc, il y avait Edeline qui arrêtait pas de parler. Comment elle s'appelle, qui parlait jamais. Il y avait donc Edeline, elle veut rentrer dans l'armée. Il y avait sa copine de l'armée. Il y avait sa mère dont la fille disait qu'elle foutait rien et la mère reprochait à la fille de se lever tard. Donc il y avait et puis il parlait d'adoption des chiens et des chats. Enfin, c'était un peu le bordel, quoi. Et en même temps, dans la discussion, ce qui a paru très vite, c'est que pour eux, le conflit entre nous et eux, entre les pauvres et les riches, entre le fait qu'il y ait des financiers qui viennent s'engraisser sur notre dos avec les forfaits téléphoniques, l'autoroute et tout ça, c'est quelque chose qui peut arriver très très rapidement et qui est pas du tout, qui vient tout seul. Bon, il vient tout seul. En plus, après, merci patron. Mais ceci dit, c'est quelque chose qui vient tout seul. Le combat, il n'est pas là. Enfin, il y a un combat de reposer ça comme conflit central du nous contre eux, que ça soit nous les petits contre eux les gros, et non pas nous les Français contre eux les étrangers. Mais il y a un deuxième truc qui s'est tout de suite senti, parce que par exemple, il y avait Lenny, je sais pas s'il est venu, il n'est pas venu ce soir, Lenny. Non, il pouvait pas venir. D'accord, mais Lenny qui est un gamin de 18 ans qui passe son baccalauréat par correspondance donc aux 9 rue de la Tourelle, qui me dit, moi je trouve ça dégueulasse, j'ai appris qu'il y avait 1% des riches qui avaient plus que 99% des pauvres, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, la question qui est centrale, c'est celle-là, c'est celle de l'espérance. Les gens, ils ne pourront se mettre en branle que s'il y a le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut être renversé en face. Et c'est sûr que quand Lenny me dit ça, moi je suis, à la fois je vois un chemin, mais je vois combien le chemin est compliqué, combien il est étroit, et combien ça ferait un peu témoin à Jéhovah de dire à Lenny, il faut former le parti, enfin vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais néanmoins, le chemin est là. Donc je pense que la question centrale, c'est aujourd'hui comment on redonne de l'espoir, c'est le mot que tu as dit, moi voilà, comment on ranime les âmes, enfin il y a un truc qui se joue, qui est de cet ordre-là. Et pour terminer, voilà, moi je termine là-dessus, écoute. Non, et donc, ceci dit, pour faire la synthèse de ce qui se passe ce soir, je pense que ce soir il se passe quelque chose, moi c'est comme ça que je l'analyse, parce que vous auriez été 30 ce soir, c'est bon, moi je pliais les discussions et puis je partais pas. Donc c'est un encouragement à continuer une bataille qui est d'abord la bataille de l'unité, avant de pouvoir aller mener la bataille
avec vous sur le terrain. Et je pense qu'on va y arriver à bâtir l'unité, et je pense qu'on va y arriver à faire déjà un gros truc le 10, et un truc qui déjà nous remettre du baume au cœur à nous-mêmes, vous savez. Je pense que déjà ça c'est important, quoi. Voilà. François, les gens sont venus pour la pièce de théâtre. Hein, Cabartier, si faut qu'on y allons, il va falloir compter jour que taille. Chez les pointus, chez les pointus, chez les pointus, mais quand ils boitent. Chez les pointus, mais quand ils boitent, ils sont ceux qui s'atténuent.